Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode de l'État financier, donc une nouvelle semaine, un nouveau podcast comme à l'habitude. Je suis encore une fois cette semaine en présence de mon collègue Gabriel. Salut à tout le monde, salut JP. Donc cette semaine, encore une fois, un peu la même logique que d'habitude, donc on maintient nos deux segments habituels, donc au son de la cloche pour commencer et dans vos poches pour conclure. Encore une fois, cette semaine, comme on rappelait, là, on fait toujours nos deux segments réguliers, mais on aime bien nos segments temporaires. On aime bien également vos commentaires là, que vous partagez sur ces segments-là. Donc, on a fait le fameux segment là, dans l'œil d'un loup avec Warren Buffett. De très bons commentaires, donc je crois qu'on va pouvoir ramener ceci, mais également essayer on a quelques idées pour de nouveaux segments. On vous remercie aussi pour les retours que vous avez fait avec l'épisode où on a invité notre cher Thomas. Donc, c'est super apprécié. Puis, encore une fois, vous le savez, la meilleure façon pour communiquer avec nous, c'est via les liens donc avec YouTube, donc les commentaires de YouTube. Sinon, n'oubliez pas évidemment de vous abonner sur Spotify et puis les autres plateformes de podcast. Exact. Donc, avant d'entamer, cette semaine, je vais faire le petit disclaimer, là, désolé de l'anglicisme. Faudrait pas l'oublier. Exactement. Donc, le fait qu'encore une fois, rappelez-vous, le but du podcast, c'est une discussion, c'est de vous inviter un peu dans les discussions de finances qu'on a couramment entre nous et depuis bien des années déjà d'ailleurs. Avec des amis également. Donc, comprenez que c'est, encore une fois, uniquement des discussions. Il peut y avoir des opinions, il peut y avoir des faits qui sont plus ou moins véridiques là, avec le niveau de recherche que l'on y met. Mais encore une fois, il n'y a aucune recommandation. Donc, si vous avez besoin de conseils au niveau de vos finances, encore une fois, on le dit toujours, parlez à un expert, parlez à des amis si vous voulez d'autres opinions également. Lisez également au niveau de la finance. Il y a plusieurs bons sites qu'on nomme fréquemment. C'est ça. Donc, n'oubliez pas, votre conseiller financier, planificateur, fiscaliste, comptable, etc., on ne fera pas la liste complète, sont vos professionnels qui seront compétents de juger votre situation financière et on vous invite à les consulter le cas échéant. Bon bah c'est parti, donc du coup on peut commencer dans le son de la cloche. Parfait. Donc, sujet de cette semaine, on va aborder un petit peu les styles de gestion. Encore une fois, là, plutôt que de parler d'une revue des marchés, là, étant donné que d'une semaine à l'autre, les marchés vont être plutôt tranquilles, tant mieux, si on peut dire, si l'été se poursuit, si c'est bien après les rebondissements des derniers mois. Donc, on va encore une fois se tourner un petit peu plus cette semaine sur la vulgarisation, parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, donc les styles de gestion, plus précisément le style valeur et le style croissance. Ce qui est intéressant, c'est que à nous deux, je crois que dans notre gestion de nos finances personnelles, on est un peu, on a chacun un peu notre style de prédilection. C'est ça qui est drôle, ouais. C'est pour ça que j'avais, quand tu m'as suggéré cette idée-là, la JP, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on justement dans les styles de gestion, on est assez différents. Puis c'est ça que je trouvais assez rigolo. C'est vrai que moi je pourrais commencer si tu le permets. Exact, mais je pense que c'est ça, on va aborder peut-être une opinion, comment dire, on va y aller en opposition là. Donc Gab mettant plus style valeur, moi étant plus style croissance. Je vais laisser Gab aborder un petit peu le côté valeur, j'embarquerai un petit peu avec le style croissance, puis on abordera un petit peu plus généralement par la suite qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Alors les styles de gestion, en fait, de façon plus générale, en fait, quand c'est dédié vraiment à l'investissement, donc en actions. Donc quand vous décidez d'investir, en tout cas dans des actions en particulier, il y a traditionnellement deux approches qui ressortent, le style valeur et le style croissance. Je vais commencer par le style valeur, puis JP tu compléteras plus avec le croissance puisque c'est c'est plus ton petit protégé. Le style valeur, en fait, c'est d'investir, d'avoir la philosophie d'investir dans des compagnies qui ont une certaine stabilité. C'est-à-dire elles ont su démontrer par le passé des bonnes performances financières, donc une belle rentabilité, qui ont des indicateurs financiers qui sont dans le vert. L'idée est d'acheter, en fait, et puis ça, c'est un peu le principe, hein, dans tous les cas à la bourse, c'est d'acheter quand c'est bas, puis même votre grand-mère sera capable de pouvoir vous donner c'est quoi les clés, d'acheter bas puis de revendre haut. Dans le style valeur, en fait, c'est d'exploiter en fait la mauvaise appréciation du marché par rapport à une action. Donc le style valeur, ça se concentre principalement en fait dans des entreprises qui démontrent une certaine stabilité. Elles ont tendance aussi à verser un dividende, donc c'est comme un espèce de revenu régulier. Puis moi, ce que j'aime dans le style valeur, en tout cas, c'est que souvent l'erreur est de penser que c'est vraiment concentré dans des large caps, donc dans des stocks donc, ou des actions qui ont une grosse valeur. C'est pas toujours vrai. Un style valeur, c'est vraiment concentré vers la stabilité, la rentabilité, vraiment les chiffres financiers.
Un bon exemple de stock valeur, moi que j'aime beaucoup, par exemple, encore une fois, c'est pas une recommandation officielle, mais c'est plus mon opinion. Un bon exemple, par exemple, c'est Walmart, par exemple, Nike, Home Depot. Donc ça, c'est plus pour des stocks américains, mais par exemple en France, par exemple. Bancaires aussi. Oui, tout à fait. Les styles bancaires, tout ce qui est bancaire, c'est excellent. Par exemple, sur le marché français, je dirais par exemple la BNP Paribas. Ça peut être c'est un style valeur qui peut être intéressant. Donc c'est vraiment vous exploitez en fait une rentabilité, c'est ça. Puis vous, dans votre conception du style valeur, il faut vous dire que l'action que vous achetez est sous-évaluée par le marché. C'est ça la philosophie en style valeur. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est souvent des stratégies qui se basent sur le long terme, sur la confiance d'une entreprise. Et ça, moi, je suis quelqu'un qui a mes stocks de prédilection, puis qui va les garder. Pour moi, j'aime me renseigner aussi sur l'évolution. Exact. Beaucoup d'analyses, c'est ça, au niveau du style valeur là, qui est implicite un peu. Gab pourra parler, encore une fois, on parle d'opinion et de faits personnalisés. On parlera peut-être un petit peu plus tard à la fin du statut de Square, qui est un sujet assez émotif pour Gabriel, si on peut dire. On l'expliquera pourquoi. Je vais enchaîner en fait avec la partie croissance, là, qui est le style de gestion croissance, qui est quelque chose, si on peut dire, qui me rejoint un petit peu plus. Si on peut qualifier le style croissance, encore une fois, le nom porte assez bien. Là, c'est la logique de dire un peu importe la valeur à laquelle une compagnie est évaluée, que ce soit sous-évalué, évalué correctement ou surévalué, ce qui compte, c'est vraiment le futur. C'est qu'est-ce que je prévois faire. Donc, même si un titre est reconnu comme étant, dans le marché, on dit c'est surévalué, il est beaucoup trop élevé. Si moi, je considère qu'il y a des belles opportunités, qu'il y a vraiment des revenus futurs et des résultats qui peuvent être élevés, c'est le genre d'investissement que ça ne me dérangera pas de faire, même si à première vue, c'est l'opposé complètement du style valeur qui va chercher davantage des titres qui sont sous-évalués. Moi, je regarde pas vraiment cette logique-là, je regarde vraiment ce que je crois de la compagnie dans le futur. J'aime aussi un petit peu plus dans le style croissance, encore une fois, c'est une logique de compagnies qui vont le plus possible conserver leurs bénéfices. Donc, ne pas faire de dividendes, ne pas faire de sortie de capital importante pour les investisseurs. Plus de l'investissement, effectivement. Exactement. Moi, le rendement que je compte faire, c'est sur la différence entre la valeur d'achat que j'ai fait et la valeur de vente. Je ne veux pas avoir des revenus alternatifs. J'aime mieux que la compagnie réinvestisse ses bénéfices au maximum dans ses opérations pour justement aller créer cette croissance-là, aller créer, si on peut dire, cette performance que j'attends. Et l'autre point également qui est clé dans le style croissance, si on peut dire, c'est également le fait que c'est souvent, on le mentionne, là, mais il y a plusieurs compagnies qui sont quand même avec des avantages concurrentiels. Donc, c'est un petit peu l'analyse dans les différentes industries de quelle est la position des entités. C'est sûr que pour avoir, encore une fois, une croissance à long terme puis d'espérer des revenus assez élevés ou une bonne performance, ça prend aussi des compagnies qui sont bien positionnées au niveau du marché, au niveau de ses concurrents. Donc, c'est un petit peu la logique croissance, encore une fois, c'est un peu de se fermer les yeux sur une analyse trop poussée au niveau des résultats, ne pas rechercher absolument des compagnies sous-évaluées, mais plutôt dire, moi, je crois en cette compagnie-là, je crois qu'elle peut faire des revenus dans le futur, j'aime mieux que, encore une fois, elle ne me verse pas de dividendes, etc., dans le but de faire des gains vraiment dans le temps, uniquement sur, encore une fois, la différence entre le montant auquel j'ai acheté et j'ai vendu. Et c'est aussi le style valeur que Gab apprécie bien. Encore une fois, il y a un peu M. Buffett également est plus au niveau valeur. Moins de transactions, si on peut dire, alors que le style croissance est axé sur beaucoup plus de transactions. Tu sais, les hedge funds de ce monde, ça peut être considéré un petit peu plus sous une forme de un style de gestion croissance, beaucoup plus de transactions, le volume plus élevé dans le but de faire des gains. Et aussi, c'est au niveau du style croissance quelque chose qui, lorsque les marchés sont en grande flambée, va très bien. Par contre, lorsque les marchés sont en baisse, c'est un petit peu là où le style croissance prend toute son importance parce qu'il faut aller combler les pertes que l'on fait sur nos compagnies par d'autres achats qu'on estime. Donc, ça devient un petit peu un branle-bas de combat. Là. Ce qu'on a vécu dans les derniers mois, c'était un beau test pour les adeptes du style croissance. Mais à terme, comme je dis, et ça, c'est un débat continu. Là, moi, je vais plus avoir la mentalité de dire que le style croissance pourrait amener des revenus ou des retours espérés qui sont un petit peu plus élevés que le style de gestion valeur. Mais encore une fois, tout dépend de l'horizon de placement de chacun. Là, c'est sûr que si quelqu'un a trouvé une super compagnie sous-évaluée du type de Square et l'a gardée à très long terme, ça pourrait être quelque chose qui apporte beaucoup de revenus. Je vais laisser Gab entamer un petit peu cette magnifique transaction. Encore une fois, pas de recommandation, mais Gab a une très belle histoire là-dessus. Ouais, c'est une belle histoire, c'est un bon exemple aussi. Je trouve aussi un exemple de psychologie. C'est un sujet, je me répète souvent là, mais qu'on pourra aborder dans un autre podcast, mais tout ce qui a trait en fait à la finance comportementale,
Puis ça, c'est une erreur en fait de débutant, c'est d'avoir considéré une action de style, ça c'est personnellement, là je vous parle de vécu, une action de style croissance comme un titre en fait de style valeur. Et ça c'est une erreur qui est courante, mais qui démontre bien en fait la petite différence entre les deux. La compagnie en question que j'avais achetée, c'était Square. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là. Elle fait c'est des lecteurs de cartes de crédit. C'est extrêmement populaire en fait aux États-Unis, au Canada. Ils ont lancé en Royaume-Uni, si je me souviens bien, puis maintenant en Chine. C'est ça, ça se met sur votre téléphone, puis ça permet de swiper, donc de glisser les cartes ou d'accepter des paiements. Moi j'aimais beaucoup là cette compagnie là parce que je le voyais dans les cafés, je disais oh dis donc ça prend bien, puis j'aime bien ce titre là, ça valait à l'époque. Oui, mais si je ne me trompe pas aussi, tu avais quand même aussi beaucoup analysé, tu avais pris les états financiers, tu avais regardé la documentation, après l'avoir vu, après t'être intéressé en le voyant visuellement effectivement dans les cafés. Ouais, puis j'avais lu des rapports, ça c'est très style valeur d'ailleurs. J'avais regardé tous les rapports d'analyse, par exemple, et puis vous pouvez d'ailleurs en trouver facilement, là, ce qu'on appelle des consensus d'analyse sur Yahoo Finance ou sur Bloomberg.com. Public et gratuit. C'est public et gratuit. Bon, sur Bloomberg, des fois, là, c'est parfois un peu plus onéreux, là. En tout cas, j'avais accès à ces infos-là. Puis moi, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais acheter du Square. Puis j'avais mis vraiment quasiment tout mon argent là-dessus. Puis à l'époque, ça valait $8 en fait, l'action. Donc je dis bon, bah tu sais, je trouve que c'est un prix fair pour Square. Je trouve qu'il y a des beaux potentiels de gains. Ça avait pas mal baissé à ce moment-là. Puis j'ai gardé l'action pour à peu près 1 an, mais j'ai continué vraiment à regarder un peu Moi, je suis un investisseur encore une fois qui regarde ça. Tu te souviens de JP là, à l'époque on en parlait de ce stock-là. On en parlait de ce stock-là. Puis je regardais les rapports financiers, les états trimestriels. J'avais même voté pour le board, je me souviens, donc pour les élections du conseil d'administration par la poste. C'était très drôle. Puis c'est ça. Donc j'étais vraiment renseigné sur la compagnie. Puis l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vendu l'action alors qu'elle était à peu près $23-24. J'étais déjà très content de mon rendement. J'ai quasiment doublé ma mise en même pas 1 an. Donc c'est pas mal. Ça fait un rendement annualisé de 100%. C'est pas si mal. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de vendre trop tôt. Ça, on appelle ça c'est un biais psychologique aussi de revendre trop tôt. Et j'ai analysé cette entreprise-là vraiment comme un stock valeur. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Et le cours est à combien présentement? À peu près $130. Exact. Donc, je vais donner un exemple dans quelques minutes sur une forme de transaction croissance, mais c'est un stock valeur que, Gab étant encore une fois un adepte un peu plus du côté valeur, il avait vu juste et il aurait dû maintenir, si on peut dire, sa mentalité valeur, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le rendement est encore mieux, étant donné qu'il était pas au tout début de la compagnie, mais presque la croissance est assez importante et ça continue de le faire, et Square n'est pas une compagnie qui semble vouloir disparaître au niveau de sa performance. Ouais, c'est ça. Donc l'erreur, en fait, c'est ça, c'est quand vous analysez un stock croissance, n'utilisez pas un schéma d'analyse qui est un schéma style valeur, parce que l'erreur, en fait, c'est ça, c'est de pas conserver assez longtemps une entreprise. Moi, à l'époque, j'avais évolué, et puis je m'étais encore une fois basé sur des recommandations d'analyse, de me dire que c'était surévalué. J'avais raison, en termes monétaires, c'est surévalué. Mais en termes de rendement, j'aurais pu aller chercher plus loin. Tu pourras peut-être nous donner un bon exemple. Exact. Moi, j'en ai un qui me vient en tête. Gab est connaisseur du fait que je suis un grand adepte de notre cher Elon Musk. Tesla est un titre qui, pour plusieurs analystes, est reconnu comme étant, malgré la baisse, on s'entend, ça a très bien remonté, mais est un titre qui est surévalué pour plusieurs. Ça coûte très cher, oui. Absolument. En termes de valeur, c'est vrai que ça coûte très cher. Moi, je suis un grand adepte d'Elon Musk. Moi, je crois littéralement qu'Elon Musk peut, avec ses compagnies, amener vraiment un grand changement pour l'humanité en général, là. Et au niveau de ces compagnies publiques, on s'entend, il y en a plusieurs qui ne le sont pas, mais Tesla l'est. SpaceX, je l'attends à chaque jour. J'espère que, effectivement, lorsque ça va sortir public, je veux absolument acheter ce titre-là. Je crois que ça va être une des compagnies les plus incroyables au monde. Mais au niveau de Tesla, c'est exactement le genre de type croissance. À ce jour, aujourd'hui, je serais quand même prêt à acheter du Tesla, malgré le fait que le titre est très haut, malgré le fait que la croissance a été absolument phénoménale dans les derniers mois, dans la dernière année, malgré, encore une fois, ce qui s'est passé avec la COVID-19.
mais c'est une compagnie que je crois pertinemment qui dans 10 ans va valoir encore plus et même peut-être le double au niveau de sa valeur boursière présentement. Et c'est exactement le genre de mentalité croissance qui est ce titre-là pour plusieurs et c'est trop cher, on n'embarque pas là-dedans. C'est une compagnie qui est risquée parce qu'il y a plusieurs éléments que ils ont de la misère, encore une fois, à respecter leur délai de livraison. Il y a des manières de réserver des véhicules qu'il faut seulement mettre un dépôt minime qu'on peut récupérer à la limite si on ne veut pas. Donc, il y a plusieurs points qui peuvent mettre à risque la performance et les ventes d'automobiles Tesla. Mais c'est une compagnie qui, pertinemment, je crois que malgré sa valeur élevée, je serais prêt à mettre une bonne partie de mon argent à ce jour, alors que le stock est évalué. Là, je vais regarder rapidement là, quelle est la valeur boursière présentement, là, mais Tesla se situe là, à 1497 à peu près. Donc entre 1400 et 1500 dollars par part. C'est très élevé. Encore une fois, si on considère que ça valait peut-être facilement 500 dollars par part de moins pour quelques mois. Mais c'est un titre que j'affectionne beaucoup et c'est un titre qui, selon moi, est très croissant. Donc, c'est un petit peu le but de notre sujet là, dans le premier segment sur les styles de gestion. Donc, valeur, croissance. Encore une fois, on vous amène à la réflexion de, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui gère, encore une fois, on en a parlé un petit peu la semaine passée sur on parlait de ETF, des fonds négociés en bourse en français par rapport à des fonds mutuels. Même si vous ne gérez pas, par exemple, par vous-même vos actifs, c'est quand même intéressant de réfléchir un peu à si vous aviez à mettre de l'argent dans les marchés directement dans des compagnies, quel genre de démarche vous feriez en vue d'investir. Un peu plus valeur qui analyse un petit peu plus long terme ou un peu plus croissance qui a encore une fois plus de transactions, moins d'analyse, plus de croyance des revenus futurs. Puis je peux juste rajouter un petit détail pour ceux qui sont un peu plus expérimentés ou qui vous souhaitent prolonger la réflexion. Pour connaître en fait si vous êtes plus style valeur ou style croissance dans vos placements, vous pouvez utiliser un indicateur qui s'appelle le ratio cours-bénéfice. Vous pouvez vous renseigner sur Google pour vous dire ce que ça représente. Mais en gros, plus votre ratio cours-bénéfice est élevé, c'est-à-dire la valeur par rapport aux résultats financiers est élevée. La valeur boursière, exact. C'est ça, plus vous êtes style croissance. Puis le contraire est le cas, pour le style valeur. Plus c'est faible, proche de zéro, plus, effectivement... N'oubliez pas que ça peut être négatif, évidemment, si les résultats sont négatifs. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, donc dans vos poches. Excellent. Donc, cette semaine, sujet à nouveau amené par Gabriel. Donc, étant donné sa fonction dans la vie de tous les jours est un petit peu plus connaissant que moi et d'actualité que moi sur la finance personnelle. Donc, le sujet, je vais t'inviter à l'introduire, Gab, pour entamer. Définir son profil d'investisseur. C'est très large, là, mais je trouvais ça intéressant, mon cher JP. Exact. Puis une question que, si je me souviens bien, là, est quand même assez difficile à répondre. C'est quelque chose qu'on se fait poser assez rapidement si on rencontre quelqu'un dans une institution financière. Et oui, je crois qu'il y a des questionnaires, là, mais c'est quelque chose qui est très large, encore une fois. Je crois pas que quelqu'un peut se lever le matin en se disant j'ai tel style d'investisseur, surtout que, et ça on n'embarquera pas là-dedans, mais la terminologie inter-institution est quand même assez différente au niveau des styles d'investisseurs. Ouais, après ça revient souvent en fait de façon générale au même sujet. Le profil d'investisseur, je vous dirais, c'est une fois que vous vous souvenez, dans le premier épisode, on avait parlé de vous rédiger un bilan financier, de savoir mettre sur la table c'est quoi votre situation financière actuelle, actif, passif. Le profil d'investisseur, ça vient avec. Le profil d'investisseur, en gros, c'est de déterminer comment vous devez placer votre argent, en fait. Dans quel type de produits financiers, en fait, fondamentalement. Alors, le profil d'investisseur, je vous dirais, il se décline, en fait, de plusieurs façons. C'est d'abord une interrogation personnelle, en fait, de savoir qui je suis, en fait, fondamentalement. Financièrement, bien évidemment, là. Quel est par exemple mon revenu? Ça c'est le premier entrant. Quel est mon bilan financier? Donc quels sont mes actifs? Quels sont mes passifs? Quel est mon niveau en fait à première vue? Ensuite, quelles sont mes connaissances évidemment en matière de placement? Très important parce que si vous êtes novice, c'est sûr qu'on va pas vous n'allez pas vous en aller dans un hedge fund là. Fondamentalement, vous allez aller dans des produits peut-être un peu plus safe ou des produits faciles. Par exemple, on a parlé des fonds de placement ou des fonds mutuels qui s'appellent aussi des unités de compte, si je me souviens bien en France, sont des produits extrêmement intéressants puis faciles à utiliser dès le début. Puis enfin, je vous dirais aussi votre valeur nette. Alors la valeur nette, c'est vos actifs, vous vous souvenez, moins vos passifs. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut toujours effectivement balancer.
Et puis prendre en compte effectivement afin d'effectuer une recommandation. Donc avant de faire votre profil d'investisseur, c'est important de savoir tous ces points-là, afin non seulement pour la personne qui vous conseille, mais en même temps pour vous-même, vous dire qui je suis financièrement. C'est un peu comme votre carte d'identité de votre profil de placement. Deuxième étape, le fameux questionnaire, effectivement, de connaître. Qui est pas facile, encore une fois. C'est pour l'avoir déjà essayé, là, ce fameux questionnaire-là. Encore une fois, c'est ce qui est bien. Là. Gab le disait, le premier point d'avoir une certaine réflexion sur soi-même. C'est malheureusement pas tout le monde qui l'a fait. Et même si quelqu'un a la bonne intention de la faire, c'est pas non plus quelque chose qui se fait facilement. Souvent, il faut être accompagné pour faire ces réflexions-là, parce qu'encore une fois, c'est des terminologies et des concepts qui ne sont pas toujours connus et simples à déterminer. Et puis effectivement, le questionnaire, encore une fois, moi j'appelle un petit peu ça la solution miracle. Malheureusement, à la fin de ce questionnaire-là, puis ça, Gab, pour en parler un petit peu plus, là, on arrive avec un résultat. Le problème avec ça, c'est est-ce que les questions de ce questionnaire-là, qui tournent en général entre 5 et 10 questions, souvent... Ouais, ça dépend. Mais ça dépend des firmes, mais traditionnellement, c'est ça, c'est entre... Nous, je sais que dans ma boîte que je citerai pas, c'est à peu près 5 à 10 questions, effectivement. Exact. Mais la problématique, souvent, c'est que je crois qu'on a l'habitude d'avoir un petit peu une idée préconçue, non pas une réflexion sur nous-mêmes avant, mais plus une réflexion sur vers quoi on veut investir. Et souvent, je crois que les réponses au niveau du questionnaire vont souvent être teintées d'une compréhension de l'impact d'une réponse sur notre style de gestion final. Donc, des personnes vont probablement répondre aux différentes questions de manière, souvent, je crois, c'est un petit peu plus risqué que ce que c'est réellement. Au contraire, des fois, c'est même plus sécuritaire. Les gens sont très... Ce qui est techniquement mieux et plus rassurant, là, mais... c'est sûr, pour la personne qui recommande un placement, c'est plus facile. Mais ça peut être une erreur aussi. L'erreur, en fait, de façon générale, puis dans un profil d'investisseur, traditionnellement, en tout cas dans la plupart des firmes que j'ai eu l'occasion de fréquenter ou de travailler pour... il y a toujours, je dirais, il y a 3 grandes parties. Donc, premièrement, ce qu'on s'était dit, mais ça en fait pas vraiment partie, c'est votre bilan financier, ce qu'on a dit précédemment. La première, c'est la tolérance au risque. Alors, la tolérance au risque, ça, c'est un concept qui est très mal expliqué la plupart du temps par les conseillers. Puis c'est triste, mais c'est encore une fois, puis je me souviens, on a parlé la semaine dernière de l'effet de l'asymétrie de l'information. C'est un autre bon point. Il faut être conscient que la personne ne veut pas que vous perdiez de l'argent. Publiquement, marketingement, c'est pas bon. En revanche, la tolérance au risque, puis ça c'est un excellent point, ce que tu as mentionné, JP, il y a toujours la tolérance ou la volonté de prendre du risque pour le client, puis le potentiel de prendre du risque. Il y a toujours un écart, vous remarquerez. Souvent, alors par exemple, quand on est avec des personnes âgées, par exemple, c'est souvent le cas, ils ont tendance à avoir une volonté de prendre du risque qui est très faible. C'est leur profil réel, effectivement. Exact. Ils nous disent souvent, ah oui, moi il me faut que du garanti. Dans certaines situations, quand la personne a besoin vraiment de l'argent, par exemple de façon vitale pour avoir un revenu régulier, c'est sûr qu'on va pas se mettre à faire n'importe quoi avec ces placements, on va être plus sécuritaire. Par contre, il y a des gens qui ont 25 ans, qui sont déjà venus me voir dans mon bureau, tu fais 100 000 par année, tu n'as aucune dette, ton objectif c'est d'économiser pour la retraite, peut-être que tu vas pouvoir te permettre de prendre un peu plus de risques afin d'aller chercher une meilleure performance sur le long terme que ce que tu déclares. Alors ça c'est toujours important. Donc la tolérance au risque, toujours valider cet écart entre la volonté puis le potentiel. Exact. Mais souvent, si je ne me trompe pas, les questions dans ce genre de questionnaire-là sont souvent axées pour déterminer la tolérance au risque, c'est un peu axé sur la comparaison entre le risque, mais également un mélange de rendement. Puis je crois que c'est des concepts qui vont mélanger beaucoup les personnes. Est-ce que vous êtes plus axé sur vouloir du rendement à moyen terme ou vous voulez plus protéger vos placements? Ouais. On dirait que cette logique-là de comparer un risque-rendement pour dire, OK, votre tolérance, c'est ceci. Je trouve que ces questions-là sont toujours un petit peu posées de manière particulière et pas tout à fait claire, là. Parce que risque et rendement, oui, c'est 2 concepts qui sont fortement corrélés, mais c'est pas non plus des concepts qui sont faciles pour tout le monde qui ne s'intéresse pas nécessairement à la finance pour déterminer c'est quoi ma tolérance au risque. Non, mais de façon générale, c'est sûr aussi la tolérance au risque. Je vous dirais, c'est important aussi de prendre en compte que le risque, de façon générale, ça c'est un concept, encore une fois, qui est malheureusement mal expliqué par les conseillers que j'ai pu rencontrer par le passé.
Le risque, ça peut être positif ou négatif. Si vous vous souvenez de vos cours de maths d'il y a quelques années, moi je le visualiserais comme la fameuse courbe de Gauss ou la loi normale, tout dépendamment qui était votre prof à l'époque. La loi normale, en gros, c'est un espèce de courbe en cloche en fait. C'est que le risque, c'est que le rendement il soit plus élevé ou plus faible par rapport au centre, donc par rapport à la moyenne. C'est ça le risque en fait. En mathématiques, on utilise le symbole écart-type pour pouvoir le mesurer. C'est en gros la dispersion en fait par rapport à une moyenne, pour visualiser ça de façon simple. Alors c'est toujours important de prendre en compte que ça peut être positif ou négatif le risque. Mais de façon générale, c'est sûr, si vous souhaitez avoir quelque chose qui est stable, vous souhaitez avoir moins de risques, vous voulez être concentré près d'une moyenne. Par contre, il faut être conscient, et ça va plus tard effectivement dans le profil de l'investisseur, que un risque plus faible, de façon générale, ça se moyenne par des rendements sur le long terme qui sont plus faibles. En revanche, par contre, vous êtes moins soumis aux aléas des marchés, parce que quoi qu'on dise, les marchés sont quand même souvent volatiles tout de même. Il y a des rendements que c'est pas non plus la plupart des sociétés de gestion qu'on connaît, JP, puis dont on a parlé par le passé dans le podcast, sont quand même de la gestion professionnelle. C'est pas non plus un hedge fund. Il y a un niveau de risque maîtrisé, mais comment dire, il y a quand même un certain risque pour le petit porteur. Donc ça, c'est important encore une fois de mesurer ça. Puis le deuxième objectif, je dirais, une fois qu'on passe effectivement sur la tolérance au risque, une fois que ça a été évalué, grâce à cette fameuse méthode de la loi normale, il y a l'horizon de placement. Effectivement, on en a parlé à peu près à chaque épisode, je crois, de l'horizon de placement, là, en vous disant toujours que c'est la clé. Je crois que c'est un des points qu'on doit absolument aborder, le fait qu'un profil d'investisseur, chaque individu n'a pas un seul profil d'investisseur. Souvent, moi, je vois un profil d'investisseur comme étant chacun de mes projets, techniquement, va avoir, on le sait, son propre horizon de placement en termes temporels. Là. Ça se peut que ma retraite, c'est dans plus de 10 ans que je veux viser ça. Un achat de maison, ça va être dans 1 à 3 ans. Le fait qu'il y a des horizons de placement différents pour chaque projet et que techniquement aussi, c'est la tolérance au risque, le premier point que Gab parlait, en vient par le fait même aussi à être affecté. Moi, je considère souvent le fait que chacun de mes comptes avec lesquels je vais faire du placement vont être axés sur un horizon distinct. Je vais avoir un horizon de placement, bien évidemment, qui sur le long terme va être un petit peu plus risqué, sur une période temporelle, encore une fois, plus longue, si on fait un petit sommaire des 2 premiers points, que pour un projet à très court terme, pour des vacances, par exemple. Si je mets de l'argent de côté, c'est sûr qu'à ce moment-là, mon horizon de placement est beaucoup plus court et par le fait même, ma tolérance au risque. Donc, ces 2 points-là, encore une fois, c'est ce qui est bien, c'est que le deuxième est clairement plus facile à déterminer pour chacun. C'est beaucoup plus facile, effectivement, l'horizon de placement à le mesurer, parce que c'est vrai, tu l'as mentionné, JP, tu peux avoir une approche projet, tu peux avoir aussi une sous-approche aussi par type de compte. Ça, c'est à valider effectivement, tout dépendamment. Moi, je me validerais aussi au niveau de l'horizon de placement à prendre en compte quel type de compte vous avez, par exemple. Je sais par exemple que nous, par exemple, ici au Canada, il y a des placements qui s'appellent des REER, qui sont des produits avec un impact fiscal, qui sont faits pour la retraite de façon générale. Il faut attendre un certain nombre d'années pour que ce soit rentable en termes fiscal. Pour les produits d'assurance vie, si je me souviens bien, en France, il y a une période, si je me souviens bien, de 7 ans sur lequel, en fait, si vous retirez avant, il y a une imposition spéciale. Donc, c'est à prendre en compte aussi, encore une fois, par type de compte, type de projet, puis type de produit aussi qui est à l'intérieur aussi. S'il y a des frais de rachat, par exemple, dans ce genre de produit, il faut que vous maîtrisiez aussi cet aspect-là aussi. Exact. Donc, dans les 2 premiers points, c'est vraiment la clé, si on peut dire. Là, c'est la partie, n'oubliez pas, il n'y a pas un seul profil d'investisseur. Vous n'avez pas un seul profil d'investisseur. Vous allez en avoir souvent plusieurs, encore une fois, qui vont être axés sur les différents projets que vous avez, bien évidemment. Là. Donc, ça, c'est l'erreur classique, si on peut dire. Là. Après les 2 premiers points, n'oubliez pas, c'est pas un seul profil. L'objectif de placement, ça, c'est le dernier, en fait. L'objectif de placement, ça, souvent, on le résume par les fameuses lettres OTH, vous avez vu. Objectif, tolérance, horizon. L'objectif, c'est, je dirais, ce qui est de plus dur à mesurer. Puis ça, mon cher JP, tu vas pouvoir parler, par exemple, peut-être de témoigner, même peut-être de nos propres expériences, si tu le permets, un peu plus loin. Mais l'objectif de placement, en fait, c'est votre allocation de portefeuille. C'est qu'est-ce que vous voulez avoir comme caractéristique au niveau de vos placements. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, est en phase de décaissement, qui souhaitait avoir, je vous donne une personne, vous êtes une personne âgée, qui a, je sais pas, 70 ans,
Vous avez à la retraite. C'est ça, vous êtes à la retraite, puis votre argent, en fait, vous avez un petit coussin, vous êtes accumulé pendant toutes les années, tu sais, je vous donne un exemple de 100 000 balles, par exemple. Puis vous voulez avoir que ce montant-là, vous le décaissiez, puis que ça aille jusqu'à la fin, jusqu'à votre décès, il y ait zéro, en fait. C'est peut-être vraiment de vous faire une espèce de revenu complémentaire, une retraite complémentaire, une rente, quoi. Faut oublier, on est épargné, donc là, la phase décaissement, c'est la période exactement où on essaie d'avoir des projets, puis on essaie d'en profiter un peu. Oui, exact. Puis on fera un épisode, je pense, spécial aussi, des fois, sur les phases de décaissement, parce que c'est souvent mal maîtrisé aussi par les investisseurs. Donc là, dans ce genre de profil, par exemple, étant donné que vous voulez avoir un revenu régulier, ce sera plus intéressant d'aller dans des produits qu'on appelle des obligations. Donc les obligations, on se souvient, sont des titres de créances, donc soit des gouvernements ou par exemple des actions, des obligations corporatives, tout à fait, qu'on appelle aussi des débentures. Ou par exemple, c'est ça, des obligations d'État, souvent c'est plus que ça. Ça sont des placements qui nous garantissent en fait pendant un certain moment un revenu d'intérêt régulier. Le capital peut être garanti, tout dépendamment, ça peut être une garantie d'État par exemple, ou une garantie sur des actifs, si par exemple ce sont des actions si c'est corporatif. Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu... Donc c'est plus sécuritaire, puis souvent le revenu qui est associé d'intérêt, il est régulier. Vous recevez ce qu'on appelle un petit coupon en fait. Habituellement, c'est tous les 6 mois ou mensuellement, tout dépendamment du type d'obligation. Ça, c'est plus sécuritaire. Donc ça, c'est à valider avec les points précédents. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier. C'est que c'est souvent le dernier point qui est... Parce que aussi, on n'oublie pas, phase de décaissement, la location en obligation peut être une bonne solution. Également, la liquidité est clé là-dedans à ne pas oublier. Là, tout ce qui est liquide fait également partie des solutions de décaissement en mélange. Puis c'est sûr aussi, de l'autre côté, évidemment, il y a les actions aussi qui peuvent être utilisées. Donc on en a parlé quand même pas mal. Ça c'est plus, effectivement, on en a parlé avec le style valeur, style croissance. Mais de façon générale, les actions vont nous permettre effectivement d'aller chercher une performance, mais un niveau de risque plus élevé. Donc c'est sûr, c'est plus long terme, moyen terme, effectivement. C'est ça, c'est plus utilisé pour quelqu'un qui a une tolérance au risque peut-être plus accrue, un horizon de placement un peu plus sur le long terme, et que c'est à valider effectivement avec les projets et puis avec les connaissances en matière de placement. Donc vous voyez qu'un profil d'investisseur, c'est un excellent point de départ en fait pour commencer votre stratégie d'épargne. C'est important de se créer avec son conseiller un profil, puis de discuter aussi, puis d'être conscient que ça peut évoluer un profil d'investisseur. Parce qu'un billet, on n'oublie pas, là, souvent les personnes, on parlait du troisième point là, au niveau de quel genre d'allocation, la partie objectif, c'est souvent ça que les personnes vont déjà avoir une idée. Souvent les personnes vont arriver, moi je vais investir dans des actions, je vais investir dans les actions qui m'intéressent, mais au final, lorsqu'on regarde leur horizon, par exemple de placement, c'est du très court terme, ça ne correspond pas. Donc souvent, je crois que le biais le plus grand, non seulement c'est le fait que oui, parfois, c'est pas bien présenté, les questions peuvent être un petit peu compliquées au niveau du questionnaire, mais aussi souvent, on va avoir une idée préconçue de quel genre de solution, quel genre d'allocation on veut, sans vraiment considérer là, le statut tolérance au risque ou le statut horizon de placement. Donc je crois que c'est un petit peu ça qui vient affecter négativement la tolérance au risque ou la compréhension de la tolérance au risque, en fait plus précisément là, du profil d'investisseur. Surtout s'il s'agit vraiment de votre premier compte, moi je vous recommande très fortement de vous asseoir avec un professionnel sérieux pour savoir exactement c'est quoi votre profil de risque, puis de bien déterminer chacun de vos projets. Ça va vous permettre aussi de vous donner une idée claire, puis aussi, s'il s'agit vraiment de votre premier compte de placement, c'est de vous familiariser avec les finances personnelles, avec la notion de rendement risque, parce que c'est vraiment ça la clé en finance. Quand vous avez compris ce concept-là, c'est sûr que vous allez voir, vous allez être capable après ça de pouvoir déterminer, puis de prendre aussi par la suite vos propres décisions en termes de placement. Ça, c'est vraiment une liberté, je dirais, qui a aucun prix, là. C'est assez extraordinaire. Puis moi, je vous recommande très fortement, c'est ça, de bien vous faire un profil qui soit sérieux et solide. Puis de ne pas hésiter à le reviser. Habituellement, moi, je recommande chaque année, pour être sûr. Mais vous pouvez avoir un suivi plus régulier avec la personne qui vous conseille. Habituellement, je sais qu'ici, en tout cas la législation ici au Québec, c'est tous les 3 mois pour les relever au minimum. Mais vous pouvez vous asseoir à chaque fois pour faire un suivi aussi, c'est important. Exact. Ou le truc, au-delà de l'année, là, n'oubliez pas, là, quand vous avez, je crois que le mot-clé là, qu'on utilise à peu près tout le temps, qu'on entend souvent dans le domaine de la finance, c'est si vous avez un changement important dans votre vie et dans votre situation financière.
Plusieurs personnes, je crois, et j'en fais partie, ne vont pas aller à chaque année nécessairement juste pour parler ou faire une modification de leur profil d'investisseur si tout se passe bien, il n'y a pas eu de changement, mais notez bien, si vous avez quelque chose qui a changé réellement, là, que ce soit votre emploi, que ce soit vos projets ont changé concrètement, c'est là que c'est le temps. Il ne faut pas oublier d'aller probablement rencontrer son expert, son spécialiste, parce que c'est sûr que peut-être que vos finances ou que vos placements ne sont plus ajustés à votre mode de vie. Et c'est la pire chose, selon moi, des personnes qui, lorsque les marchés vont tendre à baisser drastiquement, vont réaliser là, oh ben mon Dieu, mes projets, ma vie avait changé et je n'étais pas allé ajuster mes placements. Ben, c'est pas parce que votre vie a changé que vos placements vont suivre. Et les placements, souvent, là, si on n'est pas bien ajusté, on n'aura pas la performance qu'on a attendue. C'est malheureux, mais je peux donner peut-être un exemple pour conclure, mais moi, ça m'est arrivé que même très récemment, par exemple, d'avoir un exemple de profil d'investisseur qui avait été mal foutu par la personne qui avait conseillé la dame en question, donc évidemment on taira le nom. Cette personne-là, elle vient me voir le 23 mars, en fait. Le 23 mars 2020, au creux des marchés. Puis elle me dit, écoute Gabriel, moi je veux vendre tous mes placements, ça a perdu 23%. Je consulte ça, parce que c'est la première fois que je rencontrais cette personne-là, je consulte son profil d'investisseur. Puis là, moi je vois que sa tolérance au risque est élevée, que son horizon de placement, il est pour 10 ans, et puis que ça avait été mis à jour l'année dernière. Puis que, sa tolérance au risque, puis son objectif de placement, c'est être très risqué. Moi, je me pose des questions dans ce genre de cas. Et c'est clair que dans le genre... Première étape que j'ai dit à cette madame-là, écoutez, dans un premier temps, c'est-à-dire que votre profil d'investisseur, il vous a été mal expliqué. Parce que c'est clairement, c'est un scénario, puis la Covid, je trouve que c'est un excellent... malheureusement, on l'apprend par la dure. C'est un excellent moment en fait pour réévaluer votre tolérance au risque puis votre profil d'investisseur. Si vous constatez que ça marche pas, moi je vous recommande d'appeler puis vous poser des questions à la personne si elle n'a pas changé entre temps. À poser des questions effectivement au professionnel qui est responsable de votre compte. Exact. Donc c'est ce qui conclut notre deuxième segment là, pour Dans vos poches. Donc encore une fois cette semaine, là, on vous le rappelle toujours, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, à avoir des interactions avec nous là, au sujet de ce que vous avez apprécié ou si vous avez des questions supplémentaires sur les sujets de la semaine. Donc Gab, je vais te laisser faire la finalité classique là. Oui, n'oubliez pas de vous abonner donc du coup à la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre vos commentaires si vous le souhaitez. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Overcast, on me l'a signalé aussi, Google Podcast, donc normalement on est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas à mettre une bonne note aussi si vous êtes si vous pouvez le faire sur la plateforme de votre choix. Puis à partager aussi notre contenu, c'est important. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des amis, vos proches, vos connaissances. Puis ce serait super apprécié pour qu'on puisse toucher le maximum d'audience à chaque épisode. Alors merci à toi JP. Exact, donc merci Gab. Donc on se dit déjà la semaine prochaine, le temps passe vite. Donc ciao. Ciao, salut.